view. Salut tout le monde! En début d'année, je vous avais présenté au travers d'un atelier d'architecture comment monitorer les prompts télécompletion utilisant des modèles LLM ou SLM au travers d'un API Management et d'un Log Analytics Workspace. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de détailler une nouvelle architecture de référence permettant de déployer dans un environnement de production un chatbot moderne. Allez, on attaque maintenant! Vous avez eu le temps de prendre connaissance de cette architecture, donc maintenant on va la regarder ensemble. Commençons par détailler ce schéma d'architecture en attaquant par les composants situés en haut à gauche. On peut voir qu'on utilise une zone DNS privée pour assurer la résolution de noms de domaines de type composo.com au sein des réseaux virtuels Azure. Ce qui va nous permettre d'éviter d'utiliser un service qui est beaucoup moins puissant mais gratuit pour la résolution de noms et qui s'appelle l'Azure Provided Name Resolution. Concernant les accès de nos utilisateurs à nos différents LLM et SLM portés par des instances Azure OpenAI, on va faire transiter les requêtes via une application gateway qui est ni plus ni moins qu'un load balancer couche 7, donc qui va supporter les protocoles HTTP et HTTPS. Ce qui va être intéressant, c'est de lui adjoindre un Web Application Firewall pour éviter justement d'avoir des failles de sécurité qui vont être exploitées au travers de cross-scripting, des SQL injections, etc. Dans notre architecture, l'application Gateway joue un rôle central. Pourquoi? Parce qu'elle est pourvue d'une adresse IP publique. Et cette adresse IP publique va assurer la correspondance avec un nom de domaine public porté par un fournisseur de nom de domaine. Ce qui va permettre à vos utilisateurs, depuis leur navigateur, de taper un nom de domaine spécifique à votre société pour accéder aux sites web managés par Microsoft qui sont représentés dans notre schéma par des web apps. Et en parlant de failles de sécurité, l'utilisation de la protection DDoS fournie par Microsoft peut être envisagée par l'entreprise. Certes, elle a un coût qui est quand même assez élevé, mais elle va protéger l'unique adresse IP publique portée par l'application Gateway contre les attaques DDoS. Ce fameux site web est donc hébergé sur un app service ou web app. Et cette web app, au travers de 3 instances, elle va être répartie dans 3 zones de disponibilité d'une même région. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut imaginer que Microsoft possède plusieurs data centers, par exemple à Paris, que ces data centers sont géographiquement éloignés, ce qui va permettre d'éviter, en cas de rupture de la normalité, liée à par exemple un incendie ou une inondation, d'avoir une région entière Azure impactée. Et ce qui va au final assurer une haute disponibilité de notre site web. Notez dans notre schéma que pour faire communiquer l'application Gateway avec les instances de mon site web, on va passer par un Private Endpoint, qui est ni plus ni moins qu'une Network Interface Card, donc une IP privée, qui pointe via une zone DNS privée vers un nom de domaine public, en l'occurrence celui associé à mes web apps. Pour permettre l'authentification mutuelle entre les services web app et l'application Gateway, on va utiliser des identités managées. Concrètement, ça va permettre d'avoir un compte de service qui va être hébergé dans l'Entra ID et via le modèle Airbag proposé par Microsoft, de donner des droits d'accès bien spécifiques entre différents services Azure. En l'occurrence, dans notre cas, le load balancer de Microsoft et les sites web derrière ce load balancer. L'utilisation d'identités managées pour authentifier les services Azure entre eux, mais aussi de Private Endpoint pour accéder à ces mêmes services via des IP privés, est fortement recommandée par Microsoft. C'est pourquoi dans ce schéma, vous allez voir qu'on va énormément utiliser ces deux services Azure pour sécuriser les échanges entre les composants Azure. Point important, cette architecture est full pass, ce qui va nous permettre de réduire les actes d'administration quotidiens, comme le redémarrage d'une VM ou le patch management lié à celle-ci. Mais en plus de ça, ça va assurer un meilleur maintien en conditions opérationnelles de notre environnement de production dans Azure. Détaillons maintenant les services situés au milieu du schéma, à savoir l'utilisation de Storage Account, de Key Vault, d'instances Azure OpenAI et du service iChurch. Le Storage Account Azure va être utilisé là pour stocker nos datasets en vue d'entraîner notre modèle au travers du fine-tuning. On peut imaginer, suivant la criticité des données, de le dupliquer, de le répliquer entre 3 zones de disponibilité au travers du ZRS. Le Key Vault va lui avoir un rôle central en termes de sécurité, puisqu'il va héberger en son sein le endpoint public de notre modèle, mais aussi l'access key pour pouvoir l'utiliser.
et c'est la web app qui va interroger au travers d'une connexion string par exemple le Key Vault pour récupérer les informations sensibles et permettre à mes utilisateurs d'accéder à mes modèles. Sur notre schéma, on voit qu'on a déployé une instance du service Azure OpenAI qui va porter votre modèle LLM ou SLM auprès de vos utilisateurs. Le problème, c'est que cette instance, elle ne peut pas être redondée entre différentes zones de disponibilité à l'heure où je vous parle. C'est pourquoi il pourrait être intéressant de déployer plusieurs instances du service Azure OpenAI afin de réduire la latence, améliorer la gestion des quotas, mais aussi la disponibilité globale de notre chatbot. Le service AI Search, lui, vous permet de faire du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Concrètement, ça va permettre à votre modèle de s'appuyer sur vos données pour répondre à vos utilisateurs. Et donc ce service est vraiment très important dans une architecture de type chatbot moderne. On va donc y accéder via une IP privée et pour permettre à l'instance Azure OpenAI et le service AI Search de communiquer, on va là aussi passer par des identités managées et par des private endpoints. Le filtrage des flux entre les 3 subnets du VNet que je vous ai présenté jusqu'à présent va être effectué via un Network Security Group ou NSG, représenté par le petit bouclier que vous voyez. Ce qui va permettre de s'assurer que les communications entre les différents subnets sont sécurisées. Pour terminer l'explication de ce schéma, on peut voir en bas à gauche que Microsoft recommande d'utiliser Azure Monitor et en particulier un service nommé Application Insight pour troubleshooter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, par exemple en termes de latence, entre les différents composants utilisés dans cette architecture. Je pense notamment à la web app vis-à-vis des storage accounts, des Key Vault, des instances Azure OpenAI, etc. N'oubliez pas qu'une architecture, quelle qu'elle soit, doit répondre à un enjeu business, mais vous devez prendre en compte aussi les limitations des services proposés par Microsoft, l'effort de maintenance de ceux-ci, le coût associé à cette architecture et la sécurité, enjeu crucial. Et d'ailleurs à ce propos, un petit call to action, mettez-moi dans les commentaires le SLA associé à cette architecture, mais aussi le coût estimé selon vous. À bientôt tout le monde, salut! Preview.